Vous avez suivi un petit peu la route de votre ancêtre, le corsaire. C'était un peu pour ça, oui. Effectivement, mon ancêtre a capturé tous les navires sur disons, la surface des eaux de l'océan Indien. Et moi, je suis allé effectivement sur le même terrain de ses exploits pour capturer non pas les navires à l'abordage, mais retrouver les vestiges de ces mêmes navires, c'est-à-dire les navires des compagnies des Indes orientales, au fond des mers. Alors revenons un petit peu à Robert Surcouf. Quel était son rôle? Parce qu'un corsaire, c'était quelqu'un d'officiel par rapport à un pirate. Tout à fait. Un corsaire était, disons, quelqu'un qui travaillait pour le compte de son roi ou de son empereur, Ouais. qui avait une lettre de marque et qui capturait les navires marchands des pays qui étaient en guerre contre son pays. Par contre, un pirate était une espèce de brigand des mers qui capturait, disons, une espèce de hors-la-loi qui capturait tous les bateaux amis ou ennemis. Est-ce qu'on a une idée j'allais dire du palmarès, si on peut parler de palmarès en ce qui concerne les bateaux coulés par Robert Surcouf? Disons qu'il a, enfin, d'abord, Surcouf n'avait pas comme but en fait de couler les bateaux. Il les capturait et souvent d'ailleurs il faisait attention de ne pas les abîmer parce que un bateau non dématé et non troué par les boulets de canon était une valeur marchande plus intéressante, une monnaie d'échange très importante. Disons qu'on sait qu'il a capturé 47 navires, dont une grande partie à l'abordage. Alors tout ça se passe dans l'océan Indien, entre l'île Bourbon devenue l'île de la Réunion et puis l'île Maurice. C'est cela, c'est cela. Il avait comme base, effectivement, il est passé à l'île de la Réunion, mais il avait comme base principale l'île Maurice actuelle. Et donc, il allait jusqu'au golfe du Bengale en Inde, il allait jusqu'à Java, jusqu'à Sumatra, pour essayer de capturer les fameux navires anglais. Oui, c'était un peu ce qu'on appelle la route des Indes. Donc les bateaux allaient d'Europe, enfin remontaient des Indes vers l'Europe. Oui, c'était des navires qui partaient d'abord d'Europe avec une cargaison d'argent assez importante pour justement acheter ces fameuses épices. Ils emmenaient aussi des produits manufacturés d'Europe pour les échanger ou les vendre. Et puis ils revenaient ensuite, après plusieurs mois ou plusieurs années de campagne, avec les cales pleines d'épices, bien sûr, mais aussi d'étoffes, mais puis aussi, bien sûr, de porcelaine chinoise Ming, de pierres précieuses, d'or, enfin de tas de Oui, justement, choses. vous parlez d'or. Alors les trésors, il faut peut-être un peu dire qu'on ne va pas toujours chercher des trésors quand on va, comme vous, un petit peu dans les fonds marins pour retrouver les épaves. C'est pas forcément pour des pièces d'or. C'est pas forcément, c'est pas disons uniquement pour les pièces d'or. Disons qu'on va chercher effectivement des trésors, mais le mot trésor a une connotation qui peut être beaucoup plus large. Disons, on cherche effectivement des trésors archéologiques, des trésors historiques. Alors ces trésors, c'est effectivement, ça peut être des pierres précieuses, ça peut être de l'or, de l'argent, enfin de tel qu'on se l'imagine, disons un peu dans les livres d'images, mais ça peut être aussi des trésors historiques comme des vieux instruments de navigation, comme des armements, des canons, des tas de choses de ce style, et puis tous les objets usuels de bord, la trousse du Cherokee. Oui. Alors quelle est votre technique? La technique, disons, est relativement simple, mais elle est simple et longue. Disons qu'on commence par d'abord des études en archives qui nous amènent très rapidement à aller sur le lieu et à d'abord prospecter, c'est-à-dire la campagne de prospection qui sert à la fois à détecter et à identifier les épaves, enfin là où les épaves intéressent. Comment sait-on où se trouve l'épave? Est-ce qu'il faut vraiment aller ou est-ce qu'il y a des méthodes un petit peu modernes de radar pour trouver des épaves? Disons que mon groupe utilise des techniques de pointe et des techniques qui sont d'ailleurs utilisées pour la première fois au monde, des repérages par satellite, analyse de photos satellites, et puis sur le terrain, nous avons des magnétomètres qui détectent les variations du champ magnétique ambiant sur le terrain, des sonars qui permettent de donner la forme des objets, et puis toute une foule de techniques diverses, dont des photos aériennes par hélicoptère, etc. Alors vous parlez des trésors qui ne sont pas forcément de l'or. Là on voit un boulet de canon. C'est important quand même de savoir, ça permet de connaître la vie des bateaux. C'est très important. Chaque pièce, si vous voulez, d'une épave, en fait, est une pièce d'un puzzle. Et on dit qu'une épave est une capsule de temps. C'est-à-dire, c'est comme si le temps s'était arrêté à un moment donné, si vous voulez, avec tous les ingrédients formant, disons, une espèce de capsule de l'époque. Alors, on retrouve les pipes en os des marins, on retrouve comment ils mangeaient, avec quels instruments, que le chirurgien, justement, avec quels instruments il opérait les corsaires qui avaient été blessés lors d'une attaque ou d'un abordage. On retrouve bien sûr les boulets de canon qui sont souvent très concrétionnés et que l'on conserve, que l'on restaure par la suite, les canons, les armes légères, les épées, etc. Et puis bien sûr, les fameuses cargaisons précieuses. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression, un peu comme les archéologues qui vont dans les pyramides ou dans les tombes égyptiennes, de commettre un petit peu un sacrilège
d'aller dans des territoires qu'il vaudrait mieux peut-être laisser dans le domaine de la légende, ou est-ce que pour vous c'est important de connaître l'histoire? Non, moi je crois que c'est très important justement pour le public et très important surtout pour les jeunes qui nous regardent, je veux dire, d'essayer de faire participer, de faire prendre conscience aux jeunes qu'il existe au fond des mers un patrimoine culturel englouti qui est plein d'informations, plein de richesses historiques. Ça, c'est très important, c'est la prise de conscience. Et puis, il y a quelque chose de très important qui fait partie, disons, du but réel que je me suis donné, qui est de mettre en valeur, de valoriser, en faisant des expositions itinérantes et de montrer justement à ce public tous ces objets qui sont au fond des mers et que les gens en fait ne connaissent pas. Alors, il faut peut-être faire une différence entre des gens comme vous et puis ce qu'on appelle les pilleurs d'épaves, parce que les pirates de l'époque de votre ancêtre, on les retrouve actuellement aussi dans le domaine de l'archéologie sous-marine. Tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est le même parallèle. Il y a les gens qui travaillent, disons, légalement, comme les gens comme mon groupe, etc. Et puis, effectivement, il y a des pirates. Il y a des pirates alors, qui pillent sans vergogne, sans aucune étude historique, qui pillent en fait pour eux-mêmes, sans avoir, disons, la générosité d'en faire participer, bien sûr, le public et encore moins, disons, les musées, etc. Parce que là, il faut dire que lorsqu'ils trouvent des pièces, en général, il y a toute une chaîne et puis on les revend à des collectionneurs. Oui, ils les revendent d'ailleurs très souvent enfin, ces fameux pirates les revendent très souvent en dehors d'ailleurs. Ils se font avoir, en même dessous après. du prix, oui, Oui. en dessous du prix, ils le vendent le dixième du prix. Vous savez, c'est un petit peu comme la contrebande, etc. Par contre, lorsqu'on remonte des objets légalement, on peut les vendre très bien. Il y a des ventes aux enchères qui sont organisées au niveau international et c'est intéressant. Éric Surcouf, le calendrier de vos activités prochaines, c'est quoi? Écoutez, là, normalement, c'est prévu départ 1er septembre prochain. 1er septembre pour démarrer une campagne d'1 mois et demi de prospection, justement. Où ça et avec qui? Dans l'océan Indien, donc l'endroit exact est tenu secret, bien Oui, sûr, pour les bien sûr. raisons de pirates, effectivement. Nous aurons donc une équipe de 12 à 15 personnes sur un navire qui aura 30 et quelques mètres. Cette campagne va nous permettre donc de pouvoir localiser, identifier et puis surtout faire une liste de priorités des épaves que nous allons rechercher. Épaves portugaises, épaves anglaises. On sait déjà à peu près combien il y a d'épaves à... Ah oui, tout à fait. à explorer. Nous avons, disons, une liste d'épaves et puis alors, notre travail va consister justement à voir celles qui sont, disons, les exploitables, entre guillemets, si vous voulez, sur un plan surtout archéologique, en priorité. Alors justement, j'ai avec moi une équipe de spécialistes qui est donc dirigée par Michel Lourd, qui est l'adjoint du directeur de la DRASM, la fameuse direction des recherches archéologiques sous-marines. Oui, c'est très officiel. Très officielle et qui dépend donc du ministère de la Culture. La mission va durer combien? Qui va donner une autorisation officielle. Alors la mission, normalement, on aurait fini vers la fin octobre. Et ensuite, début avril 88, nous allons commencer l'opération de sauvetage. Bon, bah, qui va écoutez, durer très longtemps. je crois que le mieux, c'est dès que vous avez un petit moment libre entre vos expéditions et vos plongées sous-marines, c'est de venir nous en parler et de nous montrer ce que vous avez découvert. Avec plaisir. Merci Éric Surcouf, Avec plaisir. et que le nom de Surcouf continue encore à voguer, j'allais dire, sur les mers et sous les mers maintenant. Merci. Bah, nous, maintenant, on va quitter. Vanessa, Joe le taxi. Vas-y. Mais ce serait Isidore le plongeur. Oui, j'arrive des fonds marins. Oui, je vais te J'avais présenter à Monsieur Surcouf. Oui, parce Ouais. qu'il y avait une cité de lapins sous-marine, Oui. n'est-ce pas, voilà, qui a été envahie par les océans. Oui. Alors, voilà, Alors c'est autre chose, là, ce ne sont pas des épaves. Ah non, pas du tout, non, Bien pas d'épave. que, en vous regardant, on se demande pas. Oh non, ça suffit, non, mais enfin, écoute, vraiment, elle est facile celle-là. Hein. Oui, bah, elle est facile, mais enfin, vraiment. Incroyable ça. Nous sommes au service. contraire des trésors, n'est-ce pas, Oui. qui remontent des fonds. C'est vrai, Marin. c'est vrai. Mais alors, Clémentine, tu aurais pu, pour contrebalancer un petit peu la tenue d'Isidore, mettre ta robe et ton tablier de cuisinière. Oh bah oui, Oui, ça c'est vrai, oui. finalement Et j'aurais puis- pu. Alors, Isidore avec Éric Surcouf et puis Clémentine avec Madame Pepperpot. Oui, qu'est-ce qu'elle va nous cuisiner du poisson? Bon, bah écoute, je ne sais pas, mais pour elle, aucun problème, puisque la cuisine est un jeu d'enfant pour Madame Pepperpot. Ah, mais ça, c'est très bien. Ouais. Tant mieux.